Et nous sommes en direct. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live meeting organisé par Lita.co. J'espère que tout le monde va bien. Je vois que plusieurs personnes sont en train d'arriver. Donc merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Le temps que tout le monde nous rejoigne, je vais me présenter rapidement. Je suis Maude Canet, chef de projet levée de fonds senior chez Lita.co. Et aujourd'hui, on va se parler de la levée de fonds de Foodpilot, la solution digitale de référence dédiée au pilotage du progrès RSE des entreprises agroalimentaires sur données réelles et vérifiées. Ça y est, je vois qu'on commence à être un peu plus nombreux. Je réitère un grand merci à tous de nous rejoindre en direct pour une nouvelle rencontre entre citoyens et entreprises financées sur notre plateforme. Juste un petit mot pour celles et ceux qui ne connaissent pas Lita. Il s'agit d'une plateforme de financement citoyen dédiée au financement de la transition écologique, énergétique et sociale, ouvert à tous à partir de 100 € et qui rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 140 000 citoyens et citoyennes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Virginie Bécard et Thierry Laval, cofondateurs et respectivement directrice des opérations et secrétaire générale de Foodpilot. Bonjour Virginie, bonjour Thierry et merci d'être avec nous. Et avant de vous laisser la parole, je vais juste vous présenter rapidement l'outil Livestorm sur lequel nous sommes connectés. Donc, vous allez voir, et vous pouvez utiliser deux onglets qui se trouvent en bas sur votre droite. D'abord, l'onglet Chat, qui va être destiné aux messages informels dans lequel vous pouvez manifester votre présence. D'ailleurs, n'hésitez pas à me confirmer que vous m'entendez bien. Je vois qu'il y a déjà quelques messages. À nous dire d'où vous venez, comment vous avez connu Foodpilot ou Lita. Et ce sera aussi le lieu pour nous dire s'il y a un quelconque problème technique, n'hésitez pas. Et puis, vous avez un onglet questions pour formaliser vos questions tout au long de l'événement. Et nous prendrons le temps de les traiter pendant la deuxième partie de ce live. Donc voilà, juste le live durera 1 heure à peu près et se déroulera donc bien en 2 temps. D'abord, l'équipe Foodpilot va vous présenter le projet, les raisons de cette levée de fonds en une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, on passera à une session questions-réponses. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour introduire. Donc, je vais laisser la parole à Virginie et Thierry. Bonjour à tous. Et je vais surtout partager la présentation aussi. C'est moi qui partage. Hop. Et voilà. Merci Maude. Bonjour à tous et merci de votre présence. Bonjour Maude et bonjour à tous. Merci d'être là. J'y vais. D'accord. Donc, en quelques mots pour résumer Foodpilot, nous avons été créés en 2022, donc c'est il y a 2 ans. On a fait une levée de fonds en décembre 23 de 3 millions. On a été lauréat France 2030 en 2022 sur les stratégies d'alimentation durable et favorable à la santé, ce qui nous a permis de présenter notre innovation qui sont les questionnaires semi-spécifiques qu'on va vous présenter plus tard lors de la réunion. Nous avons été également lauréat France 2030 en Occitanie sur l'utilisation des données comptables pour calculer l'empreinte environnementale. Et enfin, cette année, récemment, en juin, nous avons été labellisés Deep Tech et pour développer un programme de modélisation sur la donnée manquante avec l'intelligence artificielle. Donc l'équipe, c'est une équipe très expérimentée qui est multidisciplinaire parce que d'abord je vais vous présenter les cofondateurs. Didier Livio qui est dans le développement durable depuis 40 ans. Vous imaginez qu'il était un peu seul dans le désert il y a 40 ans. Il a quand même construit une boîte qui a très bien marché, qu'il a revendue à Deloitte, où il a été pendant 3 ans le patron de la sustainability au niveau mondial, et puis il a préféré revenir dans une start-up, c'est beaucoup plus grisant. Virginie a une longue expérience dans la communication et le marketing dans l'industrie agroalimentaire, puisqu'elle a dirigé le cabinet Protéines. Moi-même, j'ai donc différentes expériences dans différents secteurs, que ce soit dans les médias, le digital et la restauration, puisque avec le groupe Bertrand.
et avec un prisme international. Un quatrième associé, c'est Frédéric Voll, qui a démarré sa carrière chez EY dans tout ce qui concerne le consulting sur la Viti et la Vini. Et puis, il a été directeur du développement de InVivo, la coopérative agricole. Sandrine Blanchemanche, qui est notre directrice scientifique, parce que vous verrez que la science dans notre métier, c'est quelque chose de très important. Sandrine était auparavant à l'ANIA, elle était directrice du pôle alimentation saine, sûre et durable, et elle a dirigé un laboratoire de recherche à l'INRAE. Grégory Besson, qui est notre CTO, lui a commencé sa carrière au Crédit Agricole sur l'architecture de toutes les cartes et les moyens de paiement au niveau international. Puis ensuite, il a monté des startups au Silicon Valley et ici en France. Et enfin, Philippe Gréziac, qui est notre CSM et qui est un des cofondateurs de SMAG, qui est donc le Farm Management System. Donc voilà une équipe très expérimentée et très complémentaire. Donc, c'est quoi Foodpilot? Foodpilot, c'est la solution digitale tout en main pour piloter le progrès RSE, le progrès environnemental, la décarbonation des produits alimentaires depuis la ferme jusqu'au consommateur. Et c'est la seule plateforme du marché qui utilise des données réelles et vérifiées, puisque nous avons un partenariat au niveau mondial avec Bureau Veritas. Donc, sur cette roue, vous voyez les 6 grands services et les 12 fonctionnalités que la plateforme offre aux entreprises de l'agroalimentaire. D'abord, d'organiser en data lake les données. Ça permet également de collecter les données depuis la ferme jusqu'à l'usine. Ensuite, on travaille sur des référentiels standards depuis l'usine jusqu'à la poubelle dans votre cuisine. Cette plateforme, elle permet de mesurer les scores, c'est-à-dire que au sein de l'entreprise, nos interlocuteurs, c'est aussi bien la direction RSE, mais aussi la direction industrielle, ça peut être même la direction financière, la direction marketing, et ils vont, selon les besoins de l'entreprise, ils vont vouloir se mesurer par rapport à différents scores. Donc, on collecte, on mesure, et ensuite, on simule des plans de progrès. Et ça permet également de piloter, puisque notre intelligence artificielle, en fonction de la mesure des données, va suggérer des plans d'action que les utilisateurs au sein de l'entreprise vont pouvoir mettre en place tout au long de leur supply chain. Donc, c'est vraiment une plateforme qui permet de piloter le progrès, et c'est un élément différenciateur fort. Ensuite, les services, bon, vous voyez qu'on a une bibliothèque d'API. Il y a des systèmes semi-spécifiques, mais ça, on y reviendra. Donc, il y a un certain nombre de services, il y a 12 fonctionnalités, pardon, et ça, c'est en fonction des besoins de l'entreprise. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas prendre les 12 fonctionnalités. Certains vont vouloir faire de l'éco-conception ou bien faire juste des bilans carbone et ACV. Donc voilà, c'est en fonction des besoins de l'entreprise. Ouais. Alors, on a des clients. Vous verrez que vous voyez donc on a deux verticales qui marchent plutôt bien, c'est-à-dire le food et le vin. Sur le vin, on a gagné cette année des interpros de renom comme Bordeaux, comme la Bourgogne, comme Cognac, et puis l'Interloire, et aussi les vignobles du Sud-Ouest. On a aussi des entreprises, Gérard Bertrand, Estandon, Innovin. Donc c'est vraiment une traction très forte sur le vin. Sur la food, pareil, puisque vous voyez qu'on couvre aussi bien l'animal que le végétal, et plus récemment, nous avons gagné un relais château et un distributeur avec Carrefour. Donc il y a vraiment une traction très forte. Pour vous dire, on a entre le premier exercice et l'exercice qui va se clore d'ici un mois et demi, on aura multiplié par 3,5 le chiffre d'affaires. Et avec une solution également adaptée aux PME-TPE. Ouais. On a aujourd'hui une vingtaine de PME-TPE d'Occitanie
qu'on accompagne dans leurs impacts environnementaux et dans la décarbonation pour leur permettre de bénéficier de services aussi puissants, mais également, alors qu'elles sont dans une taille plus petite, mais qu'elles puissent également valoriser tous les progrès qu'elles ont menés sur leurs propres produits ou dans leur entreprise. En complément de ce que disait Thierry, on a donc aussi une stratégie depuis le début de vouloir travailler dans un écosystème global. Donc, d'abord et avant tout, on a donc eu la chance d'être sélectionné par des grands cabinets de conseil, Capgemini et KPMG, qui ont fait le tour du marché sur toutes les solutions de ce type, et ont choisi Foodpilot notamment pour les sujets parce qu'on va en profondeur avec une grande granularité dans une expertise très forte pour permettre vraiment la transition du secteur agro-vitivini. Donc, Capgemini et KPMG nous accompagnent notamment parce que souvent dans les entreprises, il y a besoin de faire un peu de conseil et c'est pas notre rôle, et notamment du conseil soit pour finaliser une stratégie RSE, voire mettre en œuvre les actions qui sont déterminées par l'entreprise et par la plateforme. Et ensuite, ça nous permet aussi d'attaquer des grands marchés internationaux, notamment hier Thierry notamment était avec un producteur de porc et de jambon espagnol. Ils ont besoin d'un interlocuteur espagnol. On n'a pas aujourd'hui la volonté d'ouvrir des boutiques, comme on dit, dans toute l'Europe, et Capgemini ou KPMG vont nous aider à déployer sur le terrain notre solution. Et enfin, au niveau vin, on a signé un partenariat mondial avec The Vine Strategy Group qui travaille avec tous les vignobles internationaux et qui nous permet également de nous déployer à l'international. Soliance Alimentaire est un cabinet plus petit et spécialisé dans l'alimentaire, comme c'est écrit, et donc c'est pour accompagner leurs propres clients dans leur transition. Écosystème de partenaires, on a beaucoup parlé dans la réflexion que nous avons menée depuis longtemps sur la question donc effectivement de toute la transition. Et on sait bien qu'il va falloir seul, nous n'y arriverons pas, et il y a aujourd'hui des équipes ou des travaux qui ont été menés par certains qui nous sont très importants, et on veut être dans cette solution tout en un comme une sorte de one-stop shopping qui permet aux entreprises de pouvoir se bénéficier des solutions expertes dans tous les domaines. Pour pouvoir faciliter la collecte des données, puisqu'on va être sur des données spécifiques, réelles sur toute la chaîne de valeur, on a besoin des datas du monde agricole. Et aujourd'hui, donc, on a un partenariat avec SMAG, mais Parcel, c'est en cours de finalisation avec Isagri et WeUse, et puis également des entreprises plus spécifiques comme Carbon Farmers, qui nous permettent d'avoir des données spécifiques des exploitations agricoles et connectées automatiquement en allant chercher les données déjà dans les outils des agriculteurs. On a un autre pool de partenaires qui est très important également pour nous, qui nous permet de gérer à la fois le consentement à partager les datas, notamment dans le monde agricole grâce à Data Hub, mais surtout de certifier nos méthodes et les résultats pour les entreprises pour être opposables aux tiers, grâce notamment à Bureau Veritas qui audite les données d'entrée et les données de sortie de toutes les plateformes pour garantir et certifier vis-à-vis des clients, voire des consommateurs demain, que la donnée qui est remontée, les scores d'impact qui sont donnés sont destinés, enfin sont justes. Et enfin, des références scientifiques et techniques qui nous permettent de gérer des sujets comme le sujet de l'emballage, qui est un sujet très important. Les impacts sont importants sur cette matière première, donc avec Citeo, GS1 France sur le QR code augmenté. Une traction du marché qui se confirme, Thierry le disait il y a quelques instants, on aura triplé à la fin de l'année notre chiffre d'affaires avec une traction donc 2024 qui est supérieure aux objectifs que nous nous étions donnés. Vous le voyez, on a donc scindé en trois solutions. C'est la même solution, mais destinée à des marchés légèrement différents. Donc Foodpilot, c'est évidemment comme ça. On l'exprime vraiment le secteur agri-agro, WinePilot pour le secteur viticole, et Positive Pilot, c'est notamment un de nos actionnaires qui est la Bred, qui veut pouvoir proposer une solution adaptée à leurs clients du monde agri-agro et vitivini professionnels, et donc on a développé une solution spécifique pour eux. Enfin spécifique, basée sur évidemment la même technologie que la nôtre, mais destinée à ce secteur un peu plus particulier. Donc on a aujourd'hui à
chaque fois des solutions qui sont très précises et très spécifiques aux entreprises, et puis pour les collectives ou les interprofessions, avec un système plus simple qui permet d'accompagner donc des interprofessions comme le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, l'INAPOR ou d'autres sur des secteurs. En termes de conquête de clients sur les années suivantes, donc vous le voyez, on passera donc de 31 clients à fin 2025 à 71, c'est notre trend. On reste assez raisonnable parce que on a tous piloté de nombreuses entreprises, donc on ne veut pas être non plus over-promising, mais en tout cas, c'est des choses qui sont déjà en route. Sur les clients à fin 2025, on a énormément de propositions en ce moment et qui nous permettront d'atteindre ces objectifs. Donc, avec chez Foodpilot, une conquête du marché qui est ciblée d'abord sur les entreprises, nos premiers clients, et ensuite en parallèle une demande naissante de structuration de collectives type INAPOR, qui est donc la collective qui regroupe tout le secteur de porcin, de la production du porc jusqu'à sa transformation. Également les ARIA, donc les associations régionales de l'industrie agroalimentaire, ou la filière sucre, ou voire aujourd'hui, on est en train de finaliser avec la filière cacao et café en Côte d'Ivoire. WinePilot, c'est un petit peu l'inverse. On part d'abord des collectifs, des interprofessions. On a gagné cette année Interloire, Bourgogne, Bordeaux, le Cognac. Et c'est à partir de ces interprofessions qu'on déploie des solutions plus expertes pour les entreprises et les entreprises les adhérents de type Drouin, Jadot, enfin voilà, des grands noms, DBR, Lafite Rothschild à Bordeaux ou d'autres. Et puis Gérard Bertrand, que vous connaissez probablement, qui a près de 17 domaines aujourd'hui, qui est un énorme producteur de vin. Et enfin, Positif Pilote, vraiment une conquête du marché par 2 clients. On ne cherche pas peut-être un de plus l'année prochaine, mais on va y aller progressivement avec une conversion des entreprises. Ce qui est intéressant également dans notre mécanisme, c'est que on a en fait un mécanisme puissant de rebond qui nous permet aussi de développer fortement notre solution chez différentes entreprises. Là, on a listé quelques exemples. Foodpilot, un chaînage client à partir des fournisseurs de nos clients, de nos propres clients. Lustucru-Frais, par exemple, aujourd'hui, nous pilotons pour eux 8 de leurs principales filières avec des fournisseurs dits de rang 1 et des fournisseurs dits de rang 2 qui nous permettent d'avoir des données spécifiques sur toute la chaîne de valeur. Et en fait, les fournisseurs de Lustucru qui utilisent la solution Foodpilot pour répondre à la demande de Lustucru souhaitent utiliser pour eux-mêmes la solution Foodpilot. Donc, c'est aujourd'hui Terea dans le secteur bovin, Coperle, qui est une très grosse coopérative dans le secteur porcin, Galliance du groupe Terena sur le poulet, McCain, que vous connaissez tous, sur la pomme de terre. Et en rang 2, donc les fournisseurs de ces grands fournisseurs de rang 1, par exemple, Axéréal, qui est un fournisseur de Coperle, ou Océalia, qui est un fournisseur de Coperle, mais aussi de blé dur pour un autre fournisseur, souhaitent bénéficier de la solution. Donc vraiment, le chaînage est très intéressant. Sur WinePilot, c'est à partir des collectives que les entreprises nous sollicitent pour leurs propres solutions. Donc, par exemple, le BIVB, à travers un contrat collectif pour toute la partie négoce. Et là, on travaille aujourd'hui sur des propositions qui sont en train de se concrétiser avec des grandes maisons comme le Champagne Bollinger, Delaunay, Picard, etc. Et également à partir des coopératives. Et enfin, Positif Pilote, ce sont les clients finalement de la banque qui nous sont amenés directement par la banque. Et je citais notamment, par exemple, la maison Longto, qui est une maison qui produit du rhum en Guadeloupe et du sucre de canne. Et je crois que j'en ai terminé sur cette présentation de Foodpilot et également de toute la dynamique autour du chiffre d'affaires. Super. Est-ce que j'ai fini, Maud, pour toi? Oui. Merci. Un grand merci. D'abord, un grand merci à tous les deux pour cette présentation qui est revenue sur pas mal de détails de Foodpilot. Donc merci. Chez Lita, on est ravis de participer au financement de cette entreprise et de permettre à des particuliers de prendre part à cette levée de fonds.
Et donc, avant de passer à la session de questions-réponses, je voulais simplement rappeler les conditions de cet investissement et revenir sur les raisons pour investir qui ont été identifiées par nos analystes. Donc, d'abord, cette levée de fonds, dans le cadre de cette levée de fonds, Foodpilot lève des fonds en actions avec un objectif cible de 750 000 euros. Et c'est une levée qui donne droit à une réduction d'impôt de 30%, puisque l'entreprise a le statut JEI. Et c'est un investissement aussi qui est éligible au PEA et au PEA-PME. Donc voilà, ces points importants. Aujourd'hui, Foodpilot est en phase de pré-collecte et l'ouverture de la collecte va être imminente. Restez bien à l'écoute, vérifiez que votre profil investisseur a été validé pour pouvoir investir dès le top départ, puisque si vous avez déposé une intention, vous serez automatiquement averti par mail au moment de l'ouverture, qui devrait très probablement être la semaine prochaine. Voilà un petit peu pour le contexte et je vais juste revenir brièvement sur les raisons pour investir. Qui sont au nombre de 4 de notre côté. D'abord, Foodpilot, c'est une proposition de valeur unique à travers une solution de pilotage stratégique et global sur mesure qui repose, comme vous l'avez bien expliqué, comme vous l'ont bien expliqué Thierry et Virginie, sur des données réelles et vérifiables qui garantissent un suivi précis et transparent à l'ensemble des acteurs impliqués. Foodpilot, c'est aussi des fondateurs expérimentés et fins connaisseurs de l'écosystème. Enfin, Foodpilot connaît aussi une vraie traction commerciale qui souligne la pertinence de cette solution. Aujourd'hui, l'entreprise dispose de plus de 600 000 euros de ventes potentielles auprès de 40 clients. Donc, c'est plus de 70% de son objectif de chiffre d'affaires et conforté aussi par plusieurs prescripteurs stratégiques, comme vous l'a aussi bien montré Virginie. Et je termine avec la dernière raison, qui est que le marché sur lequel se positionne Foodpilot est un marché dynamique qui augure des perspectives de sortie intéressantes. En effet, les acteurs établis dans le pilotage de performance sont aujourd'hui friands de consolider leur offre et on a eu plusieurs opérations de rachat récentes qui démontrent bien ça. Voilà pour les raisons pour investir et le contexte d'investissement. Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Donc, on a un petit peu changé notre modèle de live meeting et vous avez maintenant la possibilité de poser des questions en amont, notamment pour toutes les personnes qui ne peuvent pas être présentes au moment du live meeting. Et donc, j'ai reçu plusieurs questions d'investisseurs. Je vais introduire avec 3 questions sur différentes thématiques et puis ensuite, on pourra passer aux questions qui sont posées en direct. Voilà, je commence. Donc, n'hésitez pas, pendant qu'on répond aux premières questions, à écrire sur l'onglet questions si vous voulez participer. Alors, je commence avec une première question sur votre modèle opérationnel et surtout votre mode de fonctionnement concret. Pouvez-vous expliquer de manière concrète comment Foodpilot collecte et analyse les données à chaque étape de la chaîne de valeur et comment cela se traduit en action pour les entreprises clientes ? Alors, avec plaisir, Maude. Merci pour cette très bonne question parce qu'effectivement, c'est vraiment essentiel. Alors, comme on a eu la chance, Maude, si tu me le permets, je vais présenter j'ai vraiment 2 slides puisque Maude a eu la gentillesse de nous envoyer en amont les quelques questions qui avaient été posées par des potentiels souscripteurs. Donc, on s'est permis de préparer les réponses et je vais vous expliquer très simplement. Donc, voilà, c'est ici. En fait, comment ça se passe? Je vous montre un exemple chez Maïsadour, qui est une très grosse coopérative que vous connaissez peut-être à travers notamment sa marque Delpera. La volonté de Maïsadour, c'est de pouvoir mesurer l'empreinte environnementale et le pilotage des produits, de tous les produits qu'ils vendent en direct ou via des marques distributeurs avec un système traditionnel évidemment de vente. Et puis en même temps, de pouvoir piloter la RSE, les indicateurs RSE, la stratégie d'entreprise qui est la stratégie RSE de Maïsadour avec les propres indicateurs de Delpera et de Fermier du Sud-Ouest qui sont plus spécifiques. Donc, à partir de là, on a besoin, nous, d'aller chercher des informations sur toute la chaîne. Et on remonte la chaîne petit à petit pour aller de la maïs, enfin des semences, ou en tout cas de la première étape qui est la production des semences qui vont rentrer dans l'alimentation animale, la production végétale de l'alimentation,
la transformation en alimentation animale, l'alimentation et l'élevage proprement dit, ainsi que le bien-être animal. Et puis après, on rentre dans des structures d'abattage, de découpe et d'emballage. Et pour ça, comment fait-on ? Thierry en parlait il y a quelque temps. On a donc développé ce qu'on appelle le système semi-spécifique. Et c'est quoi le système semi-spécifique ? C'est ni du générique, et donc pour avoir des données précises, ni une analyse de cycle de vie globale, totale, qui fait prendre beaucoup de temps et qui demande énormément de données. On se concentre sur les pratiques qui ont le plus d'impact et c'est la méthode du 80-20. Et finalement, dans une chaîne comme celle-ci, avec des données très spécifiques et donc un moyen de voir les actions ou les pratiques à mettre en œuvre pour progresser, il nous faut environ 20 à 30 données sur toute la chaîne. Et avec ça, on arrive à avoir vraiment une information précise et donc une capacité à mettre en action les acteurs. Puisque si on veut réussir cette transition, il faut aller vite. On voit bien aujourd'hui, les enjeux climatiques sont majeurs. 2030, c'est demain. Et l'agriculture, c'est un temps long. L'élevage, c'est un temps long. Il faut démarrer dès à présent pour pouvoir être en mesure d'atteindre des objectifs. Et pour ça, le système semi-spécifique est un formidable outil parce qu'il met le doigt sur les actions à mettre en œuvre le plus vite possible, celles qui vont tout de suite faire de l'impact. Ça ne veut pas dire que demain, on ne doit pas s'attaquer aux autres impacts, mais déjà concentrer les acteurs sur les pratiques qui ont plus d'impact permet d'agir beaucoup plus vite et d'atteindre des objectifs. Et pour faciliter, et donc la mise en action, et le pilotage des actions qui est un enjeu clé aujourd'hui parce que c'est bien beau de mettre une stratégie. Ensuite, il faut la mettre en œuvre et l'objectif de la plateforme, c'est de permettre à tous d'agir à chaque niveau du maillon de la chaîne. Et pour faciliter la remontée de données et la collecte des données, aujourd'hui, elle se fait le plus automatiquement possible, donc via les Farm Management Systems, d'où l'écosystème de partenariat qu'on a évoqué dans la présentation, parce que c'est ça qui fera l'accélération et qui permettra de ne pas regarder une fois par an seulement, mais de regarder en continu finalement la mise en œuvre des pratiques et les impacts. Donc ça se fait petit à petit. On sait bien qu'on n'aura pas 100% de données collectées automatiquement dès le départ, mais c'est un chemin de progrès et on a tout un travail avec les DSI des entreprises pour permettre d'identifier ces données à aller chercher. Quand on n'a pas la donnée en automatique, on remplit des questions sur la plateforme avec la possibilité pour les fournisseurs de remplir directement sur leurs propres espaces. Et enfin, la modélisation en IA pour gérer par défaut la donnée manquante. Mais c'est vraiment le dernier sujet parce qu'on le voit déjà aujourd'hui avec tous nos clients. Aller chercher des données spécifiques permet vraiment de montrer l'hétérogénéité des pratiques et de mettre en œuvre les actions à mettre en place. Voilà en quelques mots. J'étais un peu longue peut-être, j'espère que... Non, c'est technique, donc il faut prendre le temps, mais super. Ouais, merci pour cette réponse. Merci pour la question qui était effectivement très importante. Je passe à une deuxième question qu'on a reçue aussi en amont sur le positionnement. C'est vrai qu'il y a plusieurs entreprises en ce moment qui se positionnent sur le suivi RSE. Comment Foodpilot se distingue-t-elle des autres plateformes sur le marché, notamment en termes de fonctionnalité et de spécificité? Et puis j'ai vu effectivement qu'il y avait dans la session de questions une personne a effectivement également posé la question pourquoi se spécialiser sur le secteur agroalimentaire. Donc oui, voilà, c'est vrai que ça fait d'une pierre deux coups. Tout à fait. En fait, pourquoi? Alors d'abord parce que c'est un secteur qu'on connaît, vous l'avez vu à travers l'équipe, c'est un secteur qu'on connaît tous très très bien. On a un réseau constitué depuis de nombreuses années et on a pu engranger finalement une connaissance très très fine de ce secteur qui nous permet de bien maîtriser les impacts et finalement d'être dans une granularité la plus précise possible et donc ce qui va vraiment permettre la transition. Aujourd'hui, quand on regarde le marché et quand on se positionne, puisqu'évidemment, forcément, on regarde beaucoup ce qui se passe autour de nous, dans les plateformes de type RSE comme Tenaxia ou Tuvalu, qui sont des très bonnes plateformes. Hein, c'est vraiment, il n'y a pas de sujet, et puis que l'État connaît bien, évidemment. C'est souvent des plateformes qui sont en fait des plateformes de reporting extra-financier et il n'existe pas sur le marché une plateforme qui pilote toute la RSE
avec une expertise sectorielle. C'est souvent générique. Et en fait, quand on s'adresse à un secteur viticole, c'est pas la même chose que si on s'adresse à du bâtiment. C'est pas les mêmes actions à mettre en œuvre, c'est pas les mêmes enjeux. Et nous, on a décidé vraiment de se spécialiser pour justement être différenciant sur le marché et d'apporter une solution vraiment très experte auprès de ces secteurs-là qui sont, je le disais juste avant, l'agroalimentaire ou l'agriculture, c'est du vivant, c'est très spécifique. Une action peut avoir un effet on-off qui est pas si simple à mettre en œuvre. Donc, spécialisation dans l'agroalimentaire, dont la restauration et l'hôtellerie, on le met dans le même, le relais château au niveau mondial est un bon exemple. La connaissance extrêmement fine de ces secteurs qui nous permettent d'aller vraiment identifier des axes majeurs de compétitifs pour les entreprises parce qu'elles peuvent valoriser les progrès qu'elles ont mis en œuvre. La possibilité ainsi d'agréger au sein de toute la plateforme des multiples solutions digitales, les FMIS, des solutions satellitaires, etc., qui permettent du coup, en un seul abonnement, de répondre aux besoins de nos clients. Et enfin, ça permet d'avoir des contrats de collaboration à long terme avec les fédérations professionnelles pour embarquer des secteurs entiers. Et ça fait partie également de notre stratégie au niveau international de pouvoir embarquer des entreprises à partir de verticales qui sont très expertes. On parle du porc, on parle du vin ou du secteur du blé, de la panification, etc. Donc vraiment, une volonté d'être très expert parce que ça fera aussi la différence sur le marché et ça nous permettra d'apporter une solution à ce secteur particulier. Et puis bon, c'est un secteur... on mange tous les jours, donc c'est un secteur qui nous concerne et qui nécessite évidemment encore beaucoup de progrès, notamment sur les aspects environnementaux. Très clair. Merci Virginie. Je passe à la dernière question posée en amont et puis ensuite on passera aux questions en direct parce que je vois qu'il y en a. Une question qui est sur la levée de fonds pour le coup. Quelles sont les principales utilisations du financement actuel de 3 millions d'euros et en quoi ces investissements soutiendront-ils l'expansion et la diversification des activités de Foodpilot? Ok, je montre comme ça vous aurez tout. Voilà, Thierry, je te laisse la main. En fait, les 3 millions de financement vont être alloués pour 3 axes principaux qui vont permettre de soutenir l'expansion de la plateforme. 1, le développement de notre bibliothèque de questionnaires semi-spécifiques. Nous avons une ambition de faire la plus grande bibliothèque de questionnaires semi-spécifiques au monde. Donc ça nécessite de la science, ça nécessite des partenariats avec les instituts de recherche agronomique. Et donc, il faut qu'on ait le plus vite possible cette bibliothèque de questionnaires semi-spécifiques. Ça va aussi bien sur tous les ingrédients, sur tous les produits finis. Donc, c'est vraiment l'ambition numéro 1 de l'entreprise. Ensuite, il y a bien évidemment l'amélioration de la plateforme, puisque le développement d'une plateforme, c'est tous les jours, et surtout avec l'intelligence artificielle. Donc, on est en train d'investir dans l'ajout de nouveaux services, mais aussi la modélisation des données manquantes. Ça, c'est un point clé. L'intelligence artificielle avec le machine-to-machine, et puis les systèmes de questions-réponses qui sont automatisés et qui permettent, à travers les RAG, d'aller chercher des informations, mais aussi de pouvoir fournir des informations à d'autres machines. Et ça va permettre, ça va vraiment faciliter la vie pour nos clients et ça va surtout nous permettre d'avoir des données très précises. Et enfin, l'accélération du développement commercial, que ce soit sur le marché national, mais surtout sur le marché international. Super, merci beaucoup Thierry. Alors, on va pouvoir passer aux questions en direct. Donc, en effet, on avait... Vous m'entendez là? Oui, très bien. Très bien. J'ai eu un doute, pardon. La question de Stéphanie a été traitée par Virginie. Donc, on va tout de suite passer à la question de Gérard qui demande quelle est la répartition du chiffre d'affaires sur les 3 axes de développement. Alors, à date, la répartition, c'est
c'est pas un tiers, un tiers, un tiers. C'est à peu près 40% sur le food, 40% sur le vin et 20% sur Positive Pilote. Donc, food pilote et wine pilote, c'est à peu près à égalité aujourd'hui, parce que les prises de décision au niveau du secteur viticole se font de façon très rapide. Et après, progressivement, la food pilote prendra le dessus par rapport à wine pilote et représentera à peu près 40% du chiffre d'affaires, non, plus de 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pardon. Ok, très clair. On a Olivier qui nous demande quels sont les bénéfices attendus par les éditeurs de FMS. Y a-t-il des retombées pour eux? Alors, plusieurs bénéfices que l'on constate aujourd'hui. Alors, d'une part, parce que finalement, ces données qui restaient souvent au niveau d'une coopérative, etc., elles ont énormément de valeur. Enfin, en tout cas, toutes les FMIS et tout ce qui est déployé par les FMIS ont énormément de valeur pour les metteurs en marché finaux. Un Lustucru, un Aoste, etc., ou d'autres, ou Cooperl, ont besoin des informations qui sont dans ces FMIS. Donc, finalement, ça donne une utilité très forte pour ces entreprises. Ça leur permet de se développer sur de nouveaux marchés et de nouveaux acteurs, notamment, je pense à l'un des FMIS qui se développe grâce à nous sur le secteur viticole, qui était un marché qu'il avait moins adressé jusqu'à présent, mais qu'il adressera de plus en plus. Enfin, ça permet d'identifier des besoins nouveaux de data à collecter pour mesurer de nouveaux impacts ou des indicateurs. Et du coup, ça crée de nouveaux développements pour ces FMIS pour intégrer ces besoins que nous identifions, nous, côté clients finaux, et qui aujourd'hui ne sont pas disponibles dans les FMIS et qui leur permet de développer finalement de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services et donc souvent, la plupart du temps, de vendre de nouveaux modules auprès des coopératives. Donc, globalement, une utilisation encore plus stratégique de ces outils pour les bénéficiaires finaux, la possibilité de se développer sur de nouveaux marchés et donc d'étendre leur périmètre commercial et enfin de créer de nouvelles fonctionnalités qui peuvent également vendre à leurs propres clients. Super, merci Virginie. Olivier, n'hésitez pas à nous dire si tout était clair. Et d'ailleurs, il y avait une autre question d'Olivier qui demandait si vous pouviez redonner une définition de bibliothèque de questionnaires semi-spécifiques. C'est vrai que c'est un petit peu technique. Oui, c'est vrai. Alors, peut-être pour revenir sur la question du questionnaire semi-spécifique, c'est que, en fait, pour donc répondre à des indicateurs et à un certain nombre de scores, on a besoin d'informations précises sur les pratiques qui sont mises en œuvre sur chaque matière première. Donc aujourd'hui, dans le cadre de France 2030, on a réalisé les 10 plus grandes matières premières. Le blé, le maïs, le soja, le tournesol, le bœuf, le poulet, le porc, à peu près. Mais après, il y a plein d'autres ingrédients ou des produits finis qu'il faut modéliser. Je ne sais pas si je prends l'exemple en Occitanie, il y a une entreprise qui s'appelle Nataïs, que vous connaissez peut-être, qui fait du popcorn. C'est une partie de maïs, mais c'est quand même du popcorn. Donc, une bibliothèque de questionnaires semi-spécifiques, c'est donc c'est 3 choses. C'est un questionnaire, un calculatoire et ça y est, j'ai oublié le 3e. Et des actions et des pratiques. Pardon. Donc, question, un calculatoire associé, des actions et des pratiques à mettre en œuvre. Et là, on a besoin du coup d'avoir, je ne sais pas, sur le sucre de canne, par exemple, si on a, il faut, ou le sucre, si je prends le sucre, on a la betterave sucrière plus le sucre. C'est 2 questionnaires semi-spécifiques différents. Donc, il faut traiter tous les ingrédients, le cacao, je ne sais pas, je réfléchis, la canne à sucre, enfin vraiment tous les ingrédients, et c'est ça ce qu'on appelle une bibliothèque semi-spécifique. C'est donc ces trois éléments qu'il faut développer pour chacun des ingrédients et des produits. Le vin, le champagne, c'est pas la même chose que le vin, etc., etc. Sur toute la chaîne de valeur, hein, bien sûr. Et un questionnaire semi-spécifique, c'est aussi un questionnaire semi-spécifique sur l'emballage, c'est aussi un questionnaire semi-spécifique sur l'abattage ou sur la transformation. J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas. Bah oui, Olivier, n'hésitez pas à nous dire si c'est assez clair pour vous.
Merci en tout cas. On a Gérard qui nous demande si les données collectées sont financières ou qualitatives, quantitatives, et comment peut-on agglomérer des types de données aussi diverses, qu'elles soient logistiques, industrielles, biologiques, etc. Alors, financière, on ne traite pas aujourd'hui de données financières au sens d'un département financier. Par contre, on a besoin de certaines informations justement pour faire des calculs, pour répondre à des indicateurs qui ont été définis par l'entreprise. Donc, il y a une partie de données financières, mais elles sont toujours au service d'un besoin de calcul. Mais on ne fait pas de la finance au sens la SAP, par exemple. Par contre, on a besoin des données dans SAP pour pouvoir faire des calculs. Et ensuite, donc c'est beaucoup de quantitatif aujourd'hui, lié à des enjeux d'indicateurs à suivre. Mais quand je parle du quantitatif, c'est pas seulement du scoring de type bilan carbone, mais ça peut être aussi des réponses à des cahiers des charges de type bien-être animal, par exemple, sur l'indicateur de BEA ou l'European Chicken Commitment. Donc, on a une forme de qualitatif également qui est traité. Donc, beaucoup évidemment de quantitatif, mais pas que. Et également, parce qu'on a un besoin aujourd'hui très fort sur la CSRD, on s'appuie sur une des solutions de Capgemini sur des sujets plutôt qualitatifs. Et en fait, comment peut-on agglomérer ce type de données? Comme vous l'avez vu, c'est la plateforme. Je vais prendre une image. C'est un peu comme des blocs de Lego qu'on assemble et qui finissent par donner un résultat, un score, etc. Et donc, quand on prend une entreprise ou un produit, on prend, je reprends l'image que je vous ai montrée tout à l'heure d'Elpera qui vend du foie gras. On agrège ces différents modules, ces différents blocs de Lego pour obtenir un score. Donc, on va chercher aussi bien des données industrielles et énergétiques. Et en plus, comme on a le système semi-spécifique, on ne va pas chercher des milliers de données. On va vraiment chercher que quelques-unes qui sont stratégiques. Par exemple, dans la transformation, on va aller chercher des données sur l'électricité, enfin l'énergie consommée, l'eau, et c'est à peu près tout. Et ça nous permet d'associer ces différents blocs et d'obtenir un score. J'espère que j'ai bien répondu à Gérard et que ma réponse était claire, mais c'est ce qu'on voilà. Et on arrive enfin. Si je prends par exemple un produit que vous connaissez peut-être, un gnocchi de l'Ustuque frais. Un gnocchi, c'est composé de plein d'ingrédients issus de plein de fournisseurs. Et donc, on prend la part des fournisseurs, etc., avec les scores spécifiques, et on reconstitue le produit fini. Super, très clair. Pareil, Gérard, n'hésitez pas à nous dire si on a été assez clair. Olivier a confirmé que les réponses précédentes étaient claires. On a aussi une question de Stéphane qui demande si d'autres fonds d'investissement participent à cette levée et s'il y a d'autres levées déjà prévues. Alors oui, Stéphane, puisque actuellement la BRED a investi sur fonds propres, et puis IRDI, qui est un fonds régional d'Occitanie, qui a investi. Et puis nous avons aussi depuis, parce que pour des raisons de closing de véhicules, mais la volonté affirmée et affichée de Demeter de venir dans le tour une fois que leur véhicule sera closé. Comme vous le savez, c'est un peu compliqué en ce moment pour les fonds de lever de l'argent, mais ils vont y arriver, donc ils vont nous rejoindre dans ce tour-là. Alors, est-ce qu'il y aura des levées, est-ce qu'il y a d'autres levées prévues? Oui, il y aura une série A qui sera prévue en 2026. Super, très clair, merci Thierry. Et je vois que nous avons une dernière question d'Olivier, de nouveau, qui est très curieux sur le sujet. C'est bien, c'est bien, on est content. Comment gérez-vous la dimension propriété de données? J'imagine que les données présentes dans SMAG pour les adhérents de Messaïdour ne peuvent pas être mis à dispo à n'importe qui.
Bien sûr. Alors, c'est une très bonne remarque et c'est un élément clé depuis la constitution de Foodpilot et ça faisait partie également dans le cadre de France 2030 quand on a été lauréat de France 2030 et dans les discussions. C'est un point qu'on a systématiquement réfléchi pour trouver des solutions. Parce qu'il est hors de question évidemment que si je prends toujours dans un exemple d'un client de Maïs Adour qui vend un certain nombre de produits, de bénéficier finalement des données qui ont été produites par d'autres. Donc, depuis le début, on s'est appuyé sur Ag Data Hub, qui est pour gérer le consentement des agriculteurs à transmettre leurs données. Ensuite, on a mis en place des sortes on va appeler ça des barrières. C'est-à-dire qu'un utilisateur, un client final ne verra jamais les données des agriculteurs. Cette chaîne avait été conçue, parce que je ne l'ai pas dit, mais ce projet Foodpilot, il n'est pas né comme ça depuis 2-3 ans. Il a été créé en fait chez McDo. Alors je vais refaire un petit peu d'historique, mais McDo, moi j'ai beaucoup travaillé pour McDo pendant près de 20 ans dans toute leur transition, et Didier Livio, le CEO, également, puisqu'on était tous les deux des agences partenaires de McDo et on a pu accompagner la transformation de McDo. McDo, vous le savez, est un très gros acheteur du monde agricole français et donc avait la volonté de pouvoir justement réussir à atteindre les objectifs qui s'étaient donnés, notamment de réduction de gaz à effet de serre, en remontant finalement la donnée jusqu'à l'agriculteur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, un client final ne verra que les informations durant N-1. Il n'aura jamais accès aux données spécifiques des agriculteurs, justement pour éviter une pression qui pourrait être mise auprès des uns et des autres. Donc, la donnée SMAG, pour répondre plus précisément à la question d'Olivier, elle est bien dans les mains de la coopérative. Elle reste bien dans les mains de la coopérative. Elle est consolidée au niveau de la coopérative et c'est la consolidation qui est transmise au rang N+1 et pas les données spécifiques de chacun des agriculteurs. Et si le client final souhaite que une pratique ou en tout cas qu'une matière première soit atteindre une valeur cible de plus grande qualité, c'est à la coopérative de gérer ce sujet-là, c'est pas aux agriculteurs. Et donc, on s'arrête bien, il y a vraiment des barrières. Et jamais l'Ustucru, par exemple, avec ses 8 filières, si je prends cet exemple très précis, 8 filières prioritaires, l'Ustucru ne voit que les informations de son rang N-1. Et c'est tout. Et le rang N-1 a une vision de la coopérative. Et la coopérative a une vision de ses agriculteurs, et avec des barrières et aucune transmission d'informations détaillée à chacun d'entre eux. J'espère que c'est clair, Olivier, mais depuis le début, on a toujours œuvré et on a aussi œuvré pour que Ag Data Hub, et j'espère que Ag Data Hub pourra se déployer comme il devrait se déployer pour permettre justement le consentement à transmettre et à communiquer les données, pour qu'aucune donnée ne soit captée par l'opérateur final. Super, merci Virginie. On a une nouvelle question de Gérard qui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup évoqué le modèle économique. Il demande sous quelle forme se font les ventes récurrentes avec abonnement. Voilà, comment ça fonctionne. Alors, là, ça se fait en 2 temps. En général, il y a une première phase qu'on appelle aujourd'hui de setup parce que, comme vous l'avez vu, on a besoin de cartographier toute la supply chain, de s'assurer que la stratégie RSE est bien posée, que les indicateurs sont bien définis. Parfois, ils ne sont pas définis, il faut qu'ils les définissent encore, etc. Et puis, d'identifier toute la donnée disponible dans l'entreprise, dans les ERP, dans les PLM, dans les Farm Management Systems qui ont été dans une coopérative, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle nous la phase de setup qui permet finalement de construire la plateforme qui reste évidemment identique à tous, mais chacun peut choisir des modules en fonction de ses envies. Et une fois qu'on a passé cette étape-là, qui peut prendre, ça dépend un peu des entreprises ou de la taille, mais ça peut prendre entre 6 et une dizaine de mois, on passe dans une phase d'abonnement.
Et là, l'abonnement, c'est un abonnement par module. En fait, vous l'avez vu, Thierry l'a montré, il y a 6 grands services, 12 fonctionnalités. Et chacun peut prendre un module en fonction de ses envies. Soit avec une version, par exemple, ils veulent uniquement traiter l'impact environnemental des produits alimentaires sans la RSE, ils peuvent le faire. Donc, c'est des modules d'abonnement qui sont gérés. Et ensuite, sur la partie interprofession et collective, là, c'est l'Interpro qui paye pour l'ensemble de ses adhérents. Ok, je vous remercie à tous les deux pour ce long moment d'échange qui était très constructif, je pense, pour tout le monde. Pour celles et ceux qui auraient manqué le début ou une partie de cet événement, sachez que vous pourrez retrouver le replay dans l'onglet opération de la page de la levée de fonds que je vais remettre dans le chat. Je vois aussi le message de Gérard qui dit « J'espère que l'analyse du dossier Foodpilot évitera ce genre de déconvenus ». Tout à fait, le dossier va arriver d'ici la semaine prochaine. Donc, en effet, il y aura tout le détail, notamment le business plan, etc. Pas d'inquiétude là-dessus. Voilà, et je vous remercie à tous pour votre attention, votre participation. Et n'hésitez pas à déposer une intention d'investissement si vous ne l'avez pas encore fait, afin d'être averti du passage en collecte qui devrait être la semaine prochaine. Voilà, merci à tous et je vous dis à bientôt sur lita.co. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.